l'intention de parler de humanisme et sécurité sociale. C'est un peu un défi d'une certaine façon, parce que l'humanisme, qui est théoriquement le fondement des sociétés, en tout cas les sociétés occidentales depuis le 15e, 16e siècle, même avant, puisque l'humanisme venant de Grèce et de toute la civilisation méditerranéenne, aujourd'hui est un mot hyper répandu. Enfin, tout le monde en parle, tout le monde est humaniste, et au fond, personne ne sait très bien de quoi il s'agit. Je suis frappé par le fait, on y reviendra évidemment, parce que je pense qu'il faut toujours parler un peu de l'Union européenne pour dire du mal, ça permet de se défouler, mais je suis frappé de voir que dans la plupart des grands textes de traités européens, vous avez qui sont profondément humanistes, alors que l'essentiel du discours, c'est la liberté économique et la concurrence libre et non faussée, ce qui n'est pas vraiment le fondement de l'humanisme, enfin, moi je crois pas. Alors, c'est quoi l'humanisme? Ça, c'est très difficile comme question, donc je vais faire simple, en reprenant la définition qui est utilisée par des tas de philosophes et qui est puisée dans la phrase du poète Terence, le poète latin, qui dit « Je suis un homme, et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. » C'est la base de l'humanisme est là. Je suis un homme, on ne me dites pas qu'il n'y a pas femme, oui d'accord, je suis un humain, et rien de ce qui est humain n'est étranger. L'individu, le collectif. Ça s'oppose à des tas de choses qui aujourd'hui sont dans le discours officiel, dans le discours dit progressiste parfois. Par exemple, je suis un homme. Alors j'ai entendu, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, dans je ne sais pas quelle radio, une dame expliquer l'humanisme c'est horrible, c'est un espécisme. Parce que ça donne un rôle fondamental à une espèce, l'humain, par rapport aux autres. Et donc, quelque part, ça ne reconnaît pas les animaux, leurs droits, machin et trucs. Bien. Et ça rappelle, alors pour le coup, un débat qui est très très ancien, qui avait eu lieu, je crois, entre Platon et Diogène. Platon disant « L'homme n'est qu'un animal sans poil ni plume », et Diogène prenant une plume, la plumant, la jetant sur la chaussée, voilà l'homme selon Platon. C'est-à-dire que, certes, il ne s'agit pas de dire qu'on doit avoir un irrespect par rapport aux animaux, il s'agit de dire que c'est différent. Voilà. Et que ce n'est pas un hasard si ceux qui disaient que c'était identique, Platon, donc, puisque l'homme est comme un animal, l'animal est comme un homme, on peut le traiter comme un animal, Platon était pour l'esclavage. C'est logique. Pas Diogène. Donc il y a cette idée que l'humain a une particularité. C'est la première chose. Et que l'individu en lui-même porte une dignité, une espérance et un rôle particulier qui est le rôle de l'humain. Je suis un homme, et etc. Bien. Deuxième chose, il y a conscience d'être un homme en tant que membre de l'humanité. Donc il y a un collectif. Je ne suis pas n'importe où, je ne suis pas seul, je suis quelque part lié aux autres. Et de ce point de vue, ça veut dire que la solidarité est un élément clé de l'humanité. Et l'humanisme implique la solidarité. De ce point de vue, si on peut trouver des exemples, je pense à Jaurès dans l'affaire Dreyfus. Vous savez qu'il y a eu tout un débat, au début du moins au sein de la gauche, entre Gued et Dreyfus. Gued disant, après tout, c'est un problème entre gens riches, au sein de la classe dirigeante, bon, c'est des gens friqués qui se démerdent entre eux. Quoi. Et Jaurès disant, si Dreyfus est innocent, c'est toute l'humanité qui est en cause. Donc je me fiche éperdument qu'il soit de la classe dirigeante ou pas, c'est toute l'humanité qui est en cause. Il y a cette idée de collectivité du malheur.
solidarité devant l'injustice. Rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Je suis concerné par l'affaire Dreyfus, parce que c'est un homme et parce que il est soumis à une injustice flagrante. C'est très important de raconter ça aujourd'hui parce que je ne suis pas certain que la plupart de ceux qui pensent, et que la plus souvent, très souvent nos concitoyens, soient conscients du fait que fondamentalement, ils appartiennent à un collectif. Et que du coup, ils sont débiteurs. Ils doivent à ce collectif. Ils ne peuvent pas s'en abstraire. Alors, de ce point de vue, la sécurité sociale, certes, c'est un événement considérable. Je pense cependant qu'on ne peut pas dire qu'il n'a pas eu d'éléments qui l'ont précédé. Sous la Troisième République, il y a un personnage qui, à mon sens, est particulièrement intéressant sur le plan de la définition de l'humanisme et de son vécu, c'est Léon Bourgeois. Léon Bourgeois, qui a été quand même un des grands acteurs du Parti radical. Je crois même qu'il en a été président au moment, mais ça n'a pas duré un temps fou, parce que le Parti radical avait une capacité à éliminer les gens qui avaient trop de pensée. Donc, mais enfin, il me semble qu'il a eu ça. Bon, il disait, et ça rejoint Thérèse, hein, l'individu isolé n'existe pas. Ça n'existe pas, il n'y a personne qui est isolé. Et ça s'oppose totalement à cette philosophie de la fin du 19e, hein, comme quoi, au contraire, chacun est un Robinson Crusoe en puissance. Il y a eu d'ailleurs toute une école sur les Robinsonades dans la politique économique. Tout le monde est un Robinson Crusoe et construit sa petite société tout seul sur son île déserte. Non, ça n'a aucun sens. L'individu isolé n'existe pas. Et ce n'est pas un hasard si l'homme qui a dit ça, c'est-à-dire donc Léon Bourgeois, est celui qui a créé la théorie du solidarisme. Et donc, qui a eu quand même un certain écho et qui d'une certaine façon présage la sécurité sociale. Bon, d'ailleurs, il y a eu des tentatives d'assurance sociale plus ou moins réussies avant la Sécu. Donc c'est l'aboutissement d'un projet qui est justement humaniste. À la fois, je ne suis pas seul, rien de ce qui est humain ne m'est étranger, et j'assume le fait que je fais partie de cette collectivité. Et donc, je suis un membre de la société. Alors, avec tous les conflits qu'il y a, là on rejoindrait d'ailleurs la question Jaurès, il y a la question sociale, il y a les conflits sociaux et la lutte des classes. Ce n'est pas pour autant que celui qui est injustement condamné ne doit pas être défendu, quelle que soit sa classe. Voilà, toute cette idée d'une société qui a sa responsabilité collective avec l'individu qui est un membre de cette société et qui donc a des devoirs par rapport à elle. Alors, quand on dit que cette pensée est en train d'être remise en cause, il y en a des tas d'indices et souvent on ne veut pas les voir. Moi j'avais noté, bon, vous en trouvez des tas, hein, mais j'avais noté, c'est une de mes cibles favorites, donc je la reprends une fois de plus, Alain Minc. Moi, je l'adore parce que vraiment il est tellement facile à démolir que... À un moment, il a expliqué que vraiment la Sécu, c'était pas bien du tout parce que ça lui donnait trop. On sentait que son cœur battait, ça lui donnait trop et on lui donnait autant pour sa petite grippe que pour le cancer d'un ouvrier. Et que donc c'était pas bien et qu'il fallait la supprimer. Au passage, il oubliait qu'il cotisait pour ça, sans doute. Mais c'est intéressant comme idée, c'est-à-dire qu'au lieu de se dire « je fais partie de la collectivité », et donc j'y ai des droits, bien sûr, et des devoirs, je dis que je supprime mes droits, ce qui me permet d'oublier mes devoirs. C'est assez habile, mais c'est très répandu.
Et c'est très caractéristique de la société néolibérale. C'est-à-dire que chacun doit construire sa petite île déserte et sa petite société. C'est pas un hasard si on a des gens comme Trump qui émergent aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est l'émergence des milliardaires, ça durera ce que ça durera. À mon avis, pas obligatoirement un siècle, mais en tout cas, vu comme cela, la sécurité sociale, se réfère à une histoire qui est l'histoire de l'humanisme. Et on ne peut pas les séparer. L'individu, le collectif. L'individu a des droits, l'individu a des devoirs. Et quelque part, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est un produit naturel de l'humanisme, dans une période très particulière qui est la Révolution française. Et ce n'est pas un hasard, parce qu'on oublie souvent, s'il y avait droit de l'homme et du citoyen. Et ce n'est pas un hasard si, curieusement, dans certains textes européens, par exemple, on oublie le citoyen. D'autant que, comme il n'y en a pas, évidemment, c'est plus simple de parler des droits de l'homme. Voilà. Il faut revenir à cette conception individu-collectif. Et la référence à l'humanisme, c'est donc l'acceptation du rôle du citoyen, l'acceptation de la dignité de chacun, reconnue par tous. Voilà. C'est évidemment contradictoire à la marchandisation, ça va de soi, le vocabulaire, chez les médecins, le patient qui devient client, enfin, il y a tout un vocabulaire qui montre bien l'évolution philosophique des choses. Bien. Alors, dans ce cadre-là, ce n'est pas un hasard si la sécurité sociale est née dans une période de crise profonde, c'est-à-dire le sortir de la guerre et le sortir de la résistance. Ce n'est pas un hasard si les gens qui l'ont le plus incarné, c'est-à-dire Brazza et Larocque, sont d'origine très différente politiquement, communistes et de droite, plutôt, droite classique, gentil, mais en même temps animés de la même philosophie et porteurs du même moment historique qui est le sortir de la guerre. Et donc, je pense qu'il faudrait rajouter Parodi, mais qui a joué un rôle un peu de troisième dans l'affaire. Je crois que c'est très important de montrer à quel point, justement, la sortie de la guerre et le retour de la pensée humaniste au travers d'un certain nombre de réalisations, dont, effectivement, particulièrement la sécurité sociale. Alors, s'il y a une crise de la Sécu aujourd'hui, ça rejoindrait le débat précédent, de toute façon. Bien sûr, on peut trouver toutes les réalités comptables qui vont expliquer pourquoi, surtout quand on les crée, en supprimant les cotisations patronales, pourquoi il y a des difficultés. Ça, c'est très simple. Mais je crois qu'on ne peut pas isoler la crise de la Sécu de la crise de l'ensemble de la société, et justement de la crise de l'ensemble de la pensée et de la philosophie aujourd'hui. Il y a une crise de la République, de toute évidence, parce que le citoyen quand même disparaît devant le consommateur et devant l'individu isolé, même si tous ne font pas le rite déserte, il y a quand même une vision individuelle. Et puis, c'est une crise de la société, tout simplement, dans l'ensemble. C'est-à-dire, y a-t-il encore une société, y a-t-il encore un collectif, y a-t-il encore une démocratie, bon, toutes choses qui nous éloigneraient du débat lui-même, mais que je pense que nous ne pouvons pas éviter. Donc, ça mériterait sans doute un autre colloque et d'autres développements. Merci bien.